je vous propose qu'on commence. Merci beaucoup déjà à toutes celles et ceux qui, journalistes, sont venus à ce rendez-vous aujourd'hui. On sait que l'agenda n'est pas forcément simple entre les inondations, le temps qu'il fait, les vacances. Donc merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous. Un peu rituel, chaque année on communique sur les chiffres de la délinquance. On a essayé de faire une prudente innovation cette année. C'est que, alors pourtant ça ne change pas grand-chose à ce qui se passe d'habitude dans notre rituel en question. Je vais vous dire quelques mots. Monsieur le procureur vous en dira quelques-uns. On pourra répondre à vos questions pour autant qu'elles portent sur ce qu'on vous a dit. Donc d'ailleurs aux autres aussi au besoin. Mais cette année, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu en plus de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire mettre en valeur et en lumière quelque chose qui n'est pas souvent, surtout dans ces réunions, on vous dit plus 3%, moins 4%, quand ça baisse, c'est que c'est bon, quand ça augmente, c'est que c'est bon aussi, mais pour d'autres raisons. Donc essayez de ne pas vous faire que une bataille de chiffres et de mettre en avant le travail d'enquête judiciaire sous l'autorité du parquet, donc je ne vais pas trop en parler, et les peines auxquelles aboutissent ces enquêtes, parce qu'il y a aussi une réponse pénale au bout des chiffres de la délinquance et des interpellations, des infractions relevées, des procédures qui sont menées. L'idée peut-être d'essayer de donner quelques chiffres, donc on va tous vous parler, et puis après de vous montrer comment ces interpellations débouchent sur un travail, enfin comment ces infractions constatées ou détectées débouchent sur un travail d'enquête qui débouche derrière sur une peine, et quels sont les facteurs de réussite. Donc une affaire qui nous sera présentée par le lieutenant Suard, commandant de la brigade de Surgères, et par le commandant divisionnaire Gatt, de la DECOS, donc la division de la criminalité organisée et spécialisée. J'ai pas trompé? C'est exactement ça. Ouais, ça veut dire c'est à peu près ça, hein, je m'ai compris, j'étais complètement trompé. Voilà, donc quelques mots pour introduire à mon niveau et pour rendre hommage aussi à l'intense mobilisation des forces de sécurité et des services de l'État en général et bien évidemment du parquet et des juridictions pour essayer d'apporter une réponse à la hauteur des attentes de nos concitoyens sur la délinquance et qui s'inscrit dans le cadre de la déclinaison pour la première année de notre plan d'action départementale de restauration de la sécurité du quotidien, le fameux et imprononçable PADRSQ qu'on vous a présenté il y a cela quelques mois et qui présente l'intérêt d'être à la fois un document préfet, puisque c'est une commande du ministre de l'Intérieur, mais aussi un document porté et coécrit avec le parquet et monsieur le procureur de La Rochelle ici présent, sachant que le procureur de Saintes ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Le bilan, il est contrasté, et je reprends cela le terme du ministre. Il est contrasté parce que, à bien des égards, et on va quand même le mettre en valeur, on obtient des résultats qui traduisent l'opportunité des stratégies qu'on a mises en œuvre sur les différents axes du plan d'action sécurité du quotidien, mais aussi des tendances préoccupantes sur un certain nombre d'agrégats de la délinquance. On va vous en dire quelques mots, qui globalement ne reflètent pas une spécificité charentaise-maritime, mais s'inscrivent dans des tendances nationales avec plus ou moins d'inflexions en plus ou en moins. Alors pour commencer par ce qui est préoccupant, excusez-moi, ici comme ailleurs, c'est les atteintes aux personnes. Les atteintes aux personnes, ça regroupe les violences non crapuleuses, les violences crapuleuses, les violences sexuelles et sexistes, les violences intrafamiliales notamment. On est en augmentation de 10% sur la dernière année, c'est plus qu'au niveau national, et c'est tiré vers le haut, notamment par le principal agrégat de la délinquance, un chiffre de notre département, c'est les violences intrafamiliales. 3600 faits l'année, enfin 3600 faits signalés, et donc de procédures engagées. C'est-à-dire ça fait 10 par jour. Ça correspond à peu près au fil des événements, c'est le fil police ou gendarmerie qu'on va raconter jour après jour. Une dizaine de faits par jour, c'est à peu près ça, mais 10 par jour tous les jours, ça fait 3600 violences intrafamiliales. Alors il y a toujours l'effet, on vous le sert chaque année, je vous le refais, libération de la parole. On n'est peut-être pas arrivé encore à l'acmé de la libération de la parole. Peut-être que ça continue à sortir plus que ce n'était le cas avant, mais il n'y a probablement pas que de cela non plus. Le problème pour moi n'est pas la prise en charge des victimes, avec la création de l'UMJ qui monte en puissance cette année, l'unité médico-judiciaire.
avec la création d'un 9e poste d'intervenant social en gendarmerie. Du point de vue de la prise en charge des victimes, on est vraiment, je pense, à la hauteur de ce que les victimes peuvent attendre. Du point de vue de la réponse pénale, je laisserai le procureur en parler, mais qu'il s'agisse de la détection des cas dans le cadre du police au parquet, mais vous en parlerez mieux que moi, ou de la réponse pénale que vous voyez au quotidien dans les journaux que vous écrivez, il y a quand même une réponse pénale qui, moi, me paraît forte, et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de marge de manœuvre à vouloir durcir cet aspect des choses ou le mettre en cause. Je pense, et c'est mon intuition personnelle, que la réponse, c'est la prévention et la sensibilisation des populations. Pour ça, vous savez qu'on a mis en œuvre des initiatives assez fortes quand même, hein, avec la création d'un van qui vient au sud de Saintonge à la rencontre de populations qui ne sont pas forcément toujours au contact de tous nos colloques scientifiques sur la question. Et aussi le déploiement d'une initiative totalement locale, la borne interactive de prévention. C'est une borne qui a été créée par le fonctionnaire de Jeunesse et Sport, Anne Levellet, qui aujourd'hui est déployée, elle fait x3, il y a 3 bornes. Elle a permis de toucher près d'1 millier d'élèves en sensibilisation aux faits de violence, dont les violences intrafamiliales l'année dernière. Et c'est une initiative qui mérite de monter en puissance parce qu'elle n'existait pas ailleurs et puis surtout elle permet de toucher pas mal de monde. Donc voilà. Je pense que la réponse c'est la prévention, en complément de tout ce qui est déjà fait, évidemment ça s'y substitue pas. Je rappelle quand même que le taux d'élucidation des faits de violence intrafamiliale c'est 70% à peu près de mémoire. 60 et 75%. Donc ça veut dire que les affaires, elles vont pour la plupart au bout et elles aboutissent à des suites. Résultat également alors pardon, ça c'était le volet préoccupation. Il y a aussi un volet résultat satisfaisant, en tout cas encourageant. Le premier d'entre eux, c'est les atteintes aux biens, cambriolage, vol de véhicules, où on fait moins 3% contre moins au niveau national. Après, il y a des pourcentages. Mais surtout, les véhicules, c'est moins 15%. Moi, quand je suis arrivé dans ce département, il y avait des vols de véhicules en très grand nombre. Ça me semblait préoccupant. On m'expliquait que c'est parce qu'on était sur un axe autoroutier, qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Moins 15%, ça ne vient pas de nulle part. Idem pour les cambriolages. Moins 13%, quand on fait moins 2 au niveau national, on obtient des résultats très supérieurs à la moyenne. Alors, j'y vois plusieurs explications. Le renforcement de la présence sur la voie publique, c'est plus 11% pour la gendarmerie, plus 2% pour la police nationale, à effectif constant, voire légèrement décroissant. Question d'organisation et de priorité. La présence sur la voie publique, c'est essentiel. Et puis l'autre facteur, c'est le travail judiciaire, le travail d'enquête dont on parlera tout à l'heure. Mais vous avez vu à plusieurs reprises cette année, soit en condamnation, soit en arrestation, des auteurs qui étaient incriminés pour parfois 30, 40 faits. Les forces de sécurité ont topé plusieurs équipes qui faisaient des cambriolages en très grand nombre et qui, lorsqu'on en arrête 4-5, mais qu'ils ont chacun 40 ou 50 faits à leur actif, ça fait baisser les statistiques de manière très sensible. Et je laisserai les policiers et les gendarmes vous en parler plus en détail, ou le procureur. Autre résultat, le sujet important de la lutte contre le fléau national qui est les stupéfiants. 2025, 52 trafics démantelés. Alors quand on dit trafic, c'est pas forcément des réseaux, des ramifications internationales, mais c'est en gros de l'usage et de la revente, c'est-à-dire des gens qui sont des intermédiaires dans cette chaîne et qui ne font pas que consommer. 52 trafics démantelés, 1300 amendes forfaitaires délictuelles, 2500 infractions relevées. Donc on est sur des volumes qui traduisent l'activité des services aussi dans ce domaine, que traduit aussi la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire le harcèlement des points de deal, vous l'avez vu à Miroy notamment, et l'utilisation des outils de la loi narcotrafic qui a été adoptée il y a de cela quelques mois. On en est à 9 interdictions administratives de paraître, ça veut dire qu'une personne qui est, dont on constate qu'elle est plusieurs fois mise en cause pour des trafics de stupéfiants sur un endroit, on lui dit vous ne passez plus là, du tout, ou vous passez à côté si vous voulez rentrer chez vous, mais plus à tel endroit. Ça marche bien, c'est bien perçu, compris par les gens, et surtout, lorsque les gens ne respectent pas, ils finissent en garde à vue, et après, chez le procureur, avec parfois des mises en détention. Donc ça, c'est une arme importante, parce qu'elle est visible, elle est perceptible, et puis elle tape les gens directement dans leur activité. On en est à plusieurs
entre 4 et 5 selon l'état du lancement de la procédure, expulsion locative pour des délinquants convaincus de trafic de stupes qui sont dans des logements sociaux. L'idée étant qu'un logement social, c'est plutôt fait pour accueillir quelqu'un qui est dans le besoin, ou alors une infirmière ou une institutrice, un peu moins pour servir de nourrice à un trafic de stupes. On expérimente ces outils, hein, on verra ce que ça donne après en jugement. Et puis plusieurs fermetures de commerce, dont l'une à l'issue de l'opération CODAF, Comité départemental antifraude, qui a été menée à Mireuil le 6 février dernier, qui a été une mobilisation très importante des forces de l'ordre et aussi d'un certain nombre d'opérations sous contrôle du parquet, qui ont permis de lancer 2 procédures pour blanchiment, une procédure pour travail dissimulé, une expulsion locative, j'en parlais à l'instant, une fermeture de commerce, parce que c'est des commerces qui sont liés au trafic de stupes, de saisir 5 kg de cannabis, 2 kg d'héroïne, dans notre département il y a encore de l'héroïne, 200 000 € en liquide, 3 armes, une voiture volée. Ben, vous voyez que l'activité des services a permis de faire des choses sérieuses quand même. Et que ce sujet n'est pas anodin chez nous. Bientôt fini, et désolé, c'est plus long que ce que j'avais prévu, mais tant pis, après je ne me tairai à jamais, comme disait l'autre. Sur le sujet, c'est un autre axe du. Alors, c'est pas forcément de la délinquance, mais c'est de l'infraction et surtout c'est du désagrément. Les gens du voyage, un sujet dont on avait beaucoup parlé, que vous connaissez bien. On a privilégié cette année toujours la conduite de conciliation pour obtenir que les installations illégales déménagent sur des lieux acceptables, soit par les propriétaires, soit prévus à cet effet dans le schéma. Mais par contre, d'être dans le refus de l'impunité, qui durait depuis trop longtemps dans ce département sur cette question, où finalement on acceptait la fatalité et où les élus, y compris lorsqu'ils étaient bousculés, exprimaient ce besoin qu'il y ait des suites administratives, pénales aux infractions commises par les gens du voyage dans leurs installations illicites. Ce sujet, il est hyper difficile à aborder avec les outils qui sont les nôtres. On pourra en avoir d'autres plus efficaces, mais on n'en a pas énormément qui sont efficaces. Il ne marche qu'à une condition, c'est que l'administratif, donc les pouvoirs du préfet et leur mise en œuvre par les services de police et de gendarmerie, marchent de manière complètement articulée avec le pénal, c'est-à-dire la politique pénale du parquet. Ça demande à ce qu'on s'entende, à ce qu'on se parle. Il n'y a qu'à cette condition que ça peut marcher. Traduction cette année, 341 verbalisations, 23 ordonnances pénales délictuelles. Je rappelle, 2023, 0 ordonnance pénale délictuelle. Et ça, derrière, c'est de l'argent, notamment. Le nombre des grands passages est passé cette année, pour la première fois en décrue. On est passé de 125 à 112. Peut-être faut-il y voir aussi le fait d'une attractivité qu'on s'acharne à rendre moins forte avec vous, monsieur le procureur, du fait de cette réponse, parce que ça parle et ça se sait. Donc on continuera évidemment l'effort, qui n'exclut pas celui de se mettre à jour sur les obligations du schéma, et notamment les aires de grand passage. Pour finir, sécurité routière, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, notamment 10 jours, donc je ne reviens pas sur le détail, 45 morts, 500 blessés, tous évitables, pour l'essentiel dû à l'alcool, aux stupes et au téléphone. Face à ça, outre l'opération de communication, de sensibilisation et de prévention qu'on a fait il y a quelques jours avec vous, il y a un travail de contrôle et de répression qui est extrêmement intense. C'est 335 000 véhicules contrôlés, police, gendarmerie l'année dernière. Sur les 335 000, il y a 16 000 infractions. Ça veut dire qu'il y a une voiture sur 20 qui est sous alcool, sous stupe ou en excès de vitesse. Quand vous vous mettez sur un pont au-dessus de la RN11 et que vous comptez le nombre de voitures, je vais vous dire que vous avez vu passer en dessous de vous un certain nombre de meurtriers en puissance. Donc la réponse, c'est les contrôles, la répression, les semaines route-bleu, je laisserai le procureur en parler, les opérations route-bleu en général. C'est aussi les barèmes administratifs, suspension de permis. On a suspendu 3500 permis l'année dernière quand même. C'est-à-dire 10 par jour. Hein. Et l'immobilisation poussée à leur maximum, ces barèmes. Et puis la mise en place de la suspension du permis pour simple usage du téléphone au volant, annoncé il y a une dizaine de jours, pour lequel on a mis en place un groupe de travail visant à régler les détails du dispositif, c'est-à-dire qui on cible, quelles infractions, quelle
type est-ce qu'on cite que la récidive, pas la récidive, combien de temps on suspend le permis, de manière à faire en sorte que ce soit progressif, efficace et que ça n'embolise pas le système. Et donc ce sera quelque chose qui sera effectif au cours du premier semestre. J'ai été trop long, j'en suis désolé, monsieur le procureur, je vous cède la parole. Merci, monsieur le préfet. Je voudrais insister sur plusieurs points parce que je ne vais pas répéter les chiffres très importants qui ont été cités. D'abord, le fait que nous sommes en début d'année pour faire le bilan de ce plan de la restauration de la sécurité du quotidien, un plan qui avait été élaboré par les deux parquets avec monsieur le préfet. Et je dois dire que de très nombreuses actions de ce plan ont été réalisées. On l'écrit, on l'annonce, on le fait. Je vous donne un exemple. On avait écrit qu'on ferait des semaines en route bleue. On serait sur des semaines entières consacrées à la sécurité routière. On a fait cette opération qui s'est révélée particulièrement intéressante au niveau des chiffres. On avait communiqué à l'époque et on avait démultiplié l'action judiciaire pendant cette période-là avec des déferlements systématiques pour les garder à vue. Donc, ce plan, il est intéressant parce qu'il est réalisé et qu'il produit des effets qui ont été rappelés par monsieur le préfet sur certains items de la délinquance qui baissent, mais bien sûr, c'est contrasté. Alors, sur le fait qu'il y ait des contrastes, j'aimerais aussi insister sur les contrastes dans le département, parce que monsieur le préfet a dit que les violences non crapuleuses avaient augmenté sur le département, mais c'est différent entre la zone police et la zone gendarmerie, c'est différent aussi à l'intérieur des parquets et des ressorts. Moi, sur mon ressort, par exemple, je constate qu'il y a une baisse des violences intrafamiliales en zone gendarmerie très forte et une stabilisation en zone police. Donc, l'effort paye en matière de violence intrafamiliale et je dois saluer aussi l'investissement et le travail de mes équipes au travers des comités de pilotage violence intrafamiliale et aussi de l'attribution, c'est-à-dire le fait de donner des téléphones grand danger qui ont été attribués aux victimes de violences conjugales et qui leur permettent d'assurer l'intervention des forces de l'ordre. Ça n'évite pas systématiquement les féminicides, mais en tout cas, un certain nombre de faits de violences conjugales ont pu être évités grâce à ça. Donc, le résultat est intéressant aussi en matière d'atteinte aux personnes, même s'il y a des endroits où ça progresse encore cette année. Des points négatifs qui n'ont peut-être pas encore été évoqués, c'est les infractions économiques et financières, et je pense particulièrement à la cybercriminalité, et il y a les cyber-escroqueries, le fait de se faire pirater son compte, le fait de répondre à des annonces frauduleuses, le phishing, etc. Ça progresse et je crois que là aussi, c'est un travail de prévention vis-à-vis de la population. Je profite de votre présence, mesdames, messieurs les journalistes, pour que la population soit de plus en plus vigilante sur toutes ces cyber-escroqueries qui font monter de façon importante les statistiques de ce point de vue-là. Je voudrais aussi, même si ça a déjà été appelé, rappeler que ce plan, c'est une coordination étroite entre les différentes forces du territoire, les administrations et surtout le pilotage de la préfecture et le pilotage des autorités judiciaires des deux parquets. Et c'est grâce à ce continuum, finalement, qu'on arrive à avoir des résultats sur le département qui sont assez forts. La semaine bleue en est un exemple, mais on travaille aussi très étroitement, comme l'a dit monsieur le préfet, sur les trafics de produits stupéfiants. Une opération comme par exemple celle du quartier Mireuil, où on fait des très importantes saisies, comme ça a été rappelé. C'est une opération montée par la préfecture, la DIPN, le parquet dans le cadre du CODAF, le comité départemental antifraude, où on mobilise l'administratif et le judiciaire et on obtient des résultats très forts. Et c'est cette collaboration très forte en matière routière aussi, avec les barèmes entre l'autorité préfectorale qui sont remontés et de la même manière, nous aussi, on remonte les barèmes en matière judiciaire qui nous permettent d'avoir une cohérence
de notre action, qu'elle soit une action judiciaire ou une action administrative. Je crois que c'est important, ça s'est vu aussi, vous l'avez souligné Monsieur le Préfet, en matière d'occupation illicite, de stationnement illicite, force doit rester à la loi et toutes les volets législatifs doivent être exploités, à la fois l'administratif et l'intervention des forces de l'ordre pour déloger les personnes qui se seraient installées frauduleusement, mais aussi le judiciaire avec des poursuites qui ont été prises cette année, des amendes qui ont été prononcées. Ce plan a donc le mérite d'avoir eu des résultats et nous espérons que les nouvelles mesures que nous prendrons en 2026 dans le cadre de la réalisation de ce plan permettront de faire encore baisser des items. Il y a eu sur le territoire aussi, ça a été rappelé, des belles opérations qui ont mené à énormément de déferlements au parquet. Par exemple sur La Rochelle, on est passé en 2 ans de 250 déferlements par an à 450 déferlements par an au parquet, et notamment en matière de violence intrafamiliale. C'est vous dire l'investissement de mes équipes pour traiter ce phénomène sociétal et pour avoir des mesures fortes, des mesures de contrôle judiciaire ou des sanctions immédiates dans le cadre de comparutions immédiates qui aboutissent à des peines d'emprisonnement et des incarcérations. Donc, les équipes du parquet ont été très mobilisées cette année et les équipes du siège, les magistrats, les juges qui ont jugé toutes ces affaires nouvelles pour répondre à la demande de nos concitoyens d'une fermeté vis-à-vis de la délinquance. La Charente-Maritime n'est pas un territoire d'accueil pour la délinquance et nous le démontrons tous les jours grâce à l'action de monsieur le commissaire, monsieur le directeur et nos colonels. Et ils vont vous présenter ces résultats très intéressants dans le cadre de 2 enquêtes après vos questions. Monsieur le Préfet, si c'est bien le planning qui est prévu. Est-ce que vous avez des questions? Les 400 déferlements, c'est pas que sur les vifs. Ah non, c'est tout compris. C'est tout compris. Mais un beau pourcentage, on approche des 40% correspond aux vifs. Sur ces 400 déferlements. Est-ce qu'il y a des spécificités du type d'infraction en fonction de la saisonnalité, c'est-à-dire de l'arrivée sur le territoire de populations autres? On a une augmentation de la délinquance pendant la période estivale, notamment avec l'afflux de population, plus d'1 million de personnes sur le territoire en plus. Et nous avons notamment une hausse de la consommation de stupéfiants, donc des AFD qui peuvent être faites à cette période-là. Nous avons une hausse des accidents de la route aussi à cette période-là, parce qu'il y a plus de monde sur les routes. Donc il y a une saisonnalité, effectivement, qui se constate. Je ne trahis pas un secret pour dire qu'on met plusieurs mois pour réussir à traiter toutes les infractions qui sont commises pendant cette période estivale. Sur les vifs, comme vous l'avez rappelé, sur la zone, le ressort de La Rochelle, c'est en baisse en zone gendarmerie, stabilisation en zone police. Et si on annonce une hausse de 10% au niveau départemental, ça veut dire que c'est catastrophique. Ouais, on l'a constaté cet été, mais ça peut-être les forces de sécurité vous en donner un peu plus de détails, que notamment sur Royan, on avait une explosion des violences intrafamiliales pour la zone police qui était particulièrement sensible. Donc effectivement, c'est un jeu d'équilibre entre les deux, mais globalement plus de 10% avec des vrais phénomènes contrastés. Donc difficile à lire sur l'impact de la prévention ou celui de la libération de la parole, ou tout simplement une dégradation des comportements liés à une dégradation. Généralement, c'est sur fond d'alcool. C'est quand même 90% des cas, des fois. Mais peut-être sur l'évolution des vifs, Monsieur le Préfet, je peux parler quelques heures en retour. Effectivement, la situation est contrastée un petit peu sur les vifs, puisqu'on a, en ce qui concerne la gendarmerie, 2 secteurs de baisse, Rochefort et Saint-Jean-d'Angély, et 3 secteurs de stabilisation de hausse, donc La Rochelle, Saint- et Jonzac, avec en point particulier une baisse des femmes victimes et plutôt une hausse des hommes victimes. C'est un petit
petit peu original. C'est-à-dire qu'on a une forte hausse des hommes victimes. Donc, est-ce qu'il y a aussi une libération de la parole lorsque les hommes sont victimes de violences intrafamiliales? Pour l'instant, on n'est pas en capacité de l'expliquer. Et une hausse aussi des mineurs victimes. En tout cas, voilà, pour quelques chiffres sur le côté de gendarmerie, sur les violences intrafamiliales. Anthony? Comment vous expliquez, justement, c'est par exemple que sur Royan, il y a une forte hausse de... Pardon? Oui, alors, effectivement, la plus forte hausse en termes de violence intrafamiliale se situe sur Royan, où on voit que la saisonnalité apporte aussi son lot de violences conjugales plus important également. Alors après, c'est difficile d'aller dans une analyse plus fine du phénomène qui reste très complexe, mais effectivement, on a fait ce constat cette année sur Royan, alors qu'à l'inverse, les 3 autres circonscriptions sont en baisse ou en stabilisation, avec la baisse la plus marquée étant enregistrée sur la CPN de La Rochelle. On peut rajouter que cela fait maintenant 3 années que les chiffres en termes de violence intrafamiliale baissent sur la DIPN 17, donc en zone police. Alors c'est une baisse qui ressemble surtout à une stabilisation, puisqu'on reste sur des chiffres qui sont assez proches, mais ce sont quand même depuis 3 ans sur des chiffres qui sont en baisse, mais qui donnent toujours un travail très important d'accompagnement des victimes et de traitement des procédures judiciaires au service d'enquête, parce que le phénomène est encore très présent. Donc bien évidemment, cette baisse ou cette stabilisation ne nous désengage pas de ce fléau et de cette lutte contre les violences intrafamiliales et les violences conjugales. Monsieur le procureur, vous avez évoqué de nouvelles mesures potentielles, si j'ai bien entendu, en 2026. Si vous vous avancez, il y a des choses qui... D'abord, les mesures, ça va être la semaine rouge bleue qui va être renouvelée, avec peut-être des modifications du périmètre, de la façon dont on va travailler. Donc vous avez les opérations rouge bleue mensuelles par la gendarmerie qui se poursuivent régulièrement, mais en plus, vous allez avoir ce renouvellement de cette opération. Puis, monsieur le préfet l'a dit, on travaille sur le téléphone roulant, avec un nouveau dispositif, avec des suspensions du permis administratif qui vont intervenir, et donc ça, c'est pas encore mis en place. Et puis, on a des outils comme le COLESCO, qui était le comité local de lutte contre l'économie souterraine et la criminalité organisée, qui va développer ses effets encore sur les enquêtes au long cours, sur le blanchiment de trafic de produits stupéfiants, sur la délinquance organisée en matière générale. À titre complémentaire, il y aura au cours des semaines à venir des textes législatifs importants qui seront soumis au gouvernement, qui portent sur les pouvoirs des polices municipales et des gardes champêtres, et donc leur faculté à constater des infractions étendues, qui portent aussi sur la sécurité du quotidien, avec des mesures qui porteront sur le protoxyde d'azote, même si on n'est pas très touché ici, sur la lutte contre les rodéos, et sur toute une série d'objets dans lesquels on voit bien que, et on le voit avec la loi narcotrafic, lorsqu'on a des outils qui sont pragmatiques, même s'ils ne sont pas systémiques, et qui permettent de toucher les phénomènes de délinquance de manière visible, et qu'on s'en sert, ça marche. En tout cas, ça produit des effets. Donc il y a quand même 2 textes législatifs, projet de loi sécurité du quotidien et police municipale et garde champêtre, qui apporteront des outils et des mesures nouvelles. Ça ne représente pas un volume considérable de dossiers, mais c'est un phénomène qui a tendance à exploser. Et on a été touché ici sur la crypto-monnaie. C'est qu'il y a une affaire ici dans l'agglo de La Rochelle. Est-ce que, sans dévoiler de secret de traçabilité et tout, vous avez identifié le nombre de personnes qui éventuellement sont dans la crypto-monnaie et résident ici, dans le département? Est-ce qu'il y a des mesures particulières de surveillance par rapport à ça, je laisserai plus sur les mesures de surveillance les forces de l'ordre à répondre. Sur votre question, moi, je ne suis pas chargé d'identifier effectivement le nombre d'acteurs qui interviennent dans la crypto-monnaie, et ce d'autant qu'ils n'ont pas forcément des obligations déclaratives de ce point de vue-là. Donc on les découvre, ça dépend leur renommée, finalement le caractère officiel de leur entreprise dans le domaine. Oui, on a eu un phénomène effectivement d'agression d'une personne qui travaillait dans les crypto-monnaies. C'est un dossier qui a été pris
par la section de recherche de Poitiers et qui est traité par le plus haut niveau national, puisque c'est le PLACO qui gère ce dossier. Donc c'est de dire aussi le niveau d'engagement de l'autorité judiciaire sur ce genre de dossier. En complément, effectivement, il y a un travail de recensement, en tout cas des personnes qui pensent pouvoir être une cible ou une victime de ce qui est des rapts à la crypto-monnaie. Mais effectivement, au niveau national, les enjeux financiers sont tels que c'est escaladé par le PNACO et par l'unité nationale de police judiciaire et l'unité nationale de cybercriminalité. Donc nous, on n'est pas trop informés. Effectivement, s'il y a un listing, d'ailleurs, il ne vaut mieux pas qu'il y ait un listing, parce que s'il venait à être connu, ça pourrait désigner des cibles. Mais il y a un travail effectivement de sécurisation sur des personnes qui pourraient être des victimes de ce genre de fait. Rapidement sur la sécurité routière, nombre d'infractions, nombre de verbalisation, de condamnation, de suspension, tout ça c'est en hausse, mais le bilan reste pas bon, qu'il soit à la marge de stable et tout, à 45 morts, 500 blessés, malgré toutes ces campagnes, ces opérations rouge bleu et tout, on voit qu'il y a toujours autant de morts et puis encore plus de blessés. Donc c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Alors, déjà, ça n'augmente pas, c'est bien, ça diminue globalement au niveau national, même si on a eu effectivement, et là aussi c'est une tendance nationale au niveau de l'été dernier, quelques mois particulièrement sanglants sur les routes. Évidemment que c'est pas bon. C'était tout le sens aussi de ce qu'on est allé se dire sur l'aire du Sceau au bord de la RN11 il y a de ça quelques jours. C'est insupportable. C'est pour ça qu'on met 45 mannequins par terre, c'est pour ça qu'on met des mannequins d'enfants à travers des pare-brises, c'est pour ça qu'on simule ces carambolages pour essayer de faire prendre conscience aux gens qu'un accident de la route, c'est pas juste un tampon au feu rouge. Et que derrière cet accident, il y a des comportements évitables. Alors, on fait de la pédagogie, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites en matière pédagogique, que ce soit par la police nationale avec des alternatives aux sanctions, en proposant aux gens d'aller faire des stands pour se rendre compte de la gravité que peut avoir leur comportement, ou par la gendarmerie lors des multiples contrôles qu'ils effectuent. Mais moi, je suis assez convaincu que plus on tape, plus on marque. Donc, durcissement des barèmes. Il y aura peut-être un délit d'homicide routier qui sera bientôt prochainement mis en place. Mais en attendant ça, un durcissement des barèmes, tout ce qu'on peut actionner, on l'actionne. On les met sur les routes, les policiers et les gendarmes non-stop. Encore une fois, 335 000 véhicules contrôlés. Enfin, le nombre d'heures est colossal. Donc c'est une priorité qui est vraiment saisie. Et puis on durcit les barèmes, on durcit la réponse. La réponse pénale appartient évidemment à la justice, mais la réponse administrative. Comme vous l'avez dit, le parquet, nous on met nos barèmes en haut, le parquet s'aligne vers le haut, donc on ne peut pas faire plus, en fait, on ne peut pas faire plus dur. Si ce n'est ce qu'on propose, ou ce qu'on a décidé de faire aussi, c'est-à-dire aller encore plus loin avec le téléphone au volant. Le téléphone au volant, c'est 7 morts dans le département l'année dernière. 7 morts évitables. Peut-être pour dire aussi, de mauvaises habitudes ne se changent pas en une seule année. Il faudra marteler le message qu'on essaye de donner sur la sécurité routière pendant de nombreuses années avant que certaines personnes changent leur comportement. Donc il faut persévérer, et moi je suis persuadé que sur le long terme, ça sera une stratégie payante. On n'est pas encore avec suffisamment de recul pour faire le vrai bilan de cette action. Je permets juste de préciser pour illustrer votre question, c'est lorsqu'on fait des sessions de prévention de mesures alternatives aux poursuites, lorsqu'on offre aux contrevenants la possibilité, soit on vous laisse repartir, vous payez autrement, vous perdez vos points, soit vous perdez du temps avec nous, entre guillemets, on va le faire ensemble, tous préfèrent perdre du temps avec nous que de payer. Donc le levier financier, le levier éventuellement de la confiscation des véhicules, le levier de la perte de points est un vrai levier efficace. Effectivement, il y a tellement de personnes à toucher que on y passe des milliers d'heures dehors et on ne va pas s'arrêter. Vous avez évoqué le texte de loi qui prévoit une augmentation des pouvoirs de la police municipale et des gardes champêtres, c'est exact? Dans quel sens Et est-ce que la police municipale, donc vraiment la proximité, est un maillon important par rapport aux actions plus globales que vous faites? Alors, en l'état de ce texte de loi, qui peut évoluer,
En fait, il s'agit de donner à certains policiers municipaux, dans des polices municipales qui sont déjà assez étoffées, hein, il ne s'agit pas de n'importe quelle petite police municipale sans aucune critique, mais qui a seulement 1 ou 2 agents, de pouvoir faire des pouvoirs de police judiciaire. Donc c'est de leur donner plus de pouvoir de constatation des infractions qu'ils en ont actuellement, puisqu'ils peuvent déjà constater un certain nombre d'infractions, notamment en matière routière. C'est pour ça qu'ils font quelques contrôles de conduite sous l'empire alcoolique, par exemple. Et donc, on renforce leur pouvoir de police judiciaire à d'autres infractions, à une dizaine d'infractions du quotidien, pour avoir finalement une force de l'État et des communes plus importante sur le territoire, et donc de resserrer le maillage police nationale, police municipale, gendarmerie aussi, lorsqu'il s'agit de police municipale suffisamment. Mais ça sera soumis, bien entendu, à des agréments, à des formations de la part des policiers municipaux qui voudront accéder effectivement à ces pouvoirs étendus, et bien sûr à un contrôle du procureur de la République, puisqu'il s'agit de la matière judiciaire. Alors, dans le prolongement de cette question, on voit de plus en plus de mise en place de vidéoprotection, en tout cas sur le territoire que je couvre. Est-ce que il y a un effet de ces vidéoprotections sur les résultats de la délinquance, notamment routière, mais pas que? Eh bien oui, d'une part. Et deuxièmement, je propose peut-être de laisser nos colonels ou directeurs vous répondre là-dessus, parce que je pense qu'ils ont des convictions arrêtées sur la base de faits. Très arrêté. Peut-être une transition vers les cas concrets, peut-être pour Voilà, donc effectivement, nous, on a la conviction que la vidéoprotection est efficace en termes de recoupement judiciaire pour identifier les auteurs. Donc c'est particulièrement efficace et on résout de nombreux faits comme cela. Et donc je vais laisser la parole à la lieutenant Suard, qui va vous narrer un dossier dont l'un des débuts en termes de recoupement et de faire prendre connaissance des enjeux est lié à la vidéoprotection. Est-ce que vous pouvez répéter votre nom, s'il vous plaît? La lieutenant Suard, S-U-H-A-R-D. Et votre prénom? Emma. Donc effectivement, ça va répondre à votre question, puisque là, je vais vous évoquer un dossier dans lequel la vidéoprotection a été particulièrement utile. Ça se passe en 2025. On a 3 individus qui s'adonnent à des vols de cartes bancaires dans le département de la Charente-Maritime. Comment font-ils? Tout simplement, ils vont se rendre dans les commerces, ils vont repérer leurs victimes, observer ces dernières taper leur code de carte bancaire et ensuite les suivre jusqu'à leur véhicule. Au moment où ils vont se trouver à ce véhicule, l'un des individus va user d'un stratagème pour distraire la cliente, pendant que l'autre en profite pour dérober cette carte bancaire. À l'issue, ils vont quitter les lieux des faits et procéder à des retraits dans des distributeurs automatiques de billets ou effectuer des achats. L'ensemble des investigations menées, notamment en lien avec les unités de renseignement criminel de la gendarmerie, vont permettre d'identifier les auteurs. Il s'agit de 3 Péruviens qui sont tous majeurs et inconnus de la documentation judiciaire. On a 2 facteurs de complexité dans cette enquête. Tout d'abord, ils circulent à bord de véhicules de location et pour souscrire à leur contrat, ils vont utiliser de fausses identités ou des identités usurpées. Parallèlement, ils vont être particulièrement prudents et ils vont recourir à des boîtiers téléphoniques et à des cartes SIM qu'ils vont changer très régulièrement. Ces investigations, qui sont permises par les recoupements et les rapprochements judiciaires, vont permettre également d'identifier un nombre très significatif de faits qui sont commis avec le même mode opératoire sur l'ensemble du territoire national. Le parquet de La Rochelle va décider de se saisir des faits et d'enquêter dans le cadre de la flagrance avec les gendarmes de Surchères, de la brigade de recherche de Rochefort, ainsi que les unités spécialisées de la gendarmerie qui sont à La Rochelle. Les gendarmes de la Charente-Maritime, en plus, vont recevoir l'appui d'un office, l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante, qui va tenter de localiser et de suivre ce groupe criminel organisé itinérant qui quitte rapidement notre département pour rejoindre celui du centre Val-de-Loire, la région parisienne, le Nord, la Meuse, tout cela en un espace très restreint de temps, puisqu'ils le font en quelques jours. Le 26 novembre 2025, une opération judiciaire est menée dans les Vosges qui conduit à l'interpellation des 3 auteurs grâce aux militaires de la gendarmerie des Vosges et du groupement de gendarmerie départementale de la Charente-Maritime.
Les conditions d'interpellation sont complexes puisque la neige est arrivée au même moment. Les lieux le sont aussi puisqu'on a des routes étroites qui multiplient les directions de fuite possibles. Les militaires ont dû rester 3 heures en observation dans ces conditions de temps particulières. Un dispositif d'interpellation hermétique et réactif avait été mis en place, qui a été particulièrement probant puisque ça a permis une interpellation en sécurité malgré que les mises en cause tentaient de se soustraire au contrôle routier. Parmi les mises en cause, l'un d'eux était recherché en Allemagne pour des faits de vol en bande organisée, un second par les autorités suisses pour des faits similaires. Les perquisitions ont permis la saisie de 7 515 € en numéraire, des faux papiers, des cartes bancaires et des cartes cadeaux pour un montant total de 1 200 €. Au total, ce sont 40 faits de vol en bande organisée et 40 escroqueries qui peuvent être imputées, dont 6 qui ont eu lieu sur le ressort du département de la Charente-Maritime. Tous étaient porteurs de faux documents d'identité. À l'issue de leur garde à vue, les intéressés se sont vus notifier une obligation de quitter le territoire français et ont été écroués à la maison d'arrêt de Rochefort dans l'attente de leur jugement. Ce jugement a eu lieu le 14 janvier 2026, à l'issue duquel ils ont été condamnés à des peines d'emprisonnement fermes de 24 à 30 mois, en plus d'une interdiction définitive du territoire national. Les facteurs de réussite dans ce dossier, elles sont multiples. On a tout d'abord un support juridique et des autorisations qui ont été fournies par le parquet en temps réel. Également une détermination des militaires de la gendarmerie à ne pas lâcher jusqu'à l'interpellation, conscients que des victimes étaient en jeu, et avec particulièrement des victimes souvent vulnérables. Il y a également des rapprochements judiciaires qui ont été permis grâce à la vidéoprotection, ce qui répond à votre question, ainsi qu'une coopération judiciaire internationale qui a été mise en place, qui nous a permis d'obtenir des renseignements, mais également d'être certains que nous avions affaire à la criminalité organisée. Voilà, on a fait beaucoup de rapprochements judiciaires. Chaque enquête, chaque plainte, personnes vulnérables, parce que c'était souvent des personnes âgées qui faisaient leurs courses au supermarché. Donc on prenait moins de précautions forcément pour taper leur code, etc. Et ils étaient plus facilement distraites au moment où elles chargeaient leurs courses. Et à ce moment-là, je laissais utiliser la carte bancaire. Et sur chaque plainte de vol, on a pu extraire des vidéoprotections. Et au bout d'un moment, les services de renseignement et de regroupement judiciaire à La Rochelle ont fait un lien par les véhicules vus, par les profils des individus vus sur les vidéoprotections. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas un fait isolé de vol, mais que c'était beaucoup plus important et beaucoup plus grave. Il y en a 6, c'est ça, ici, sur le territoire? Tout à fait. Voilà, 6, mais on a 80 faits ont été vus. Sur quelle période? Parce que vous parlez de 2025, mais c'est... Alors les premiers faits, c'est mai 2025. Ils sont sortis dans un autre pays européen, ils sont revenus en juillet 2025, un peu partout en France, mais ils sont arrivés chez nous mi-novembre. Et on les a arrêtés 10 jours après, dans le temps de la flagrance prolongée. Donc ils sont restés 3 jours chez nous, et après on s'est mis derrière eux pour essayer de les interpeller. C'est pour ça qu'on a fait centre, Île-de-France, Nord, Meuse, et qu'on les a interpellés, on a réussi à rattraper notre retard dans les Vosges au bout de... Il faut être très réactif. Vous voyez que 6 faits sur le ressort départemental, et après ils le quittent et ils vont commettre d'autres faits très nombreux. Le parquet de La Rochelle va se saisir de beaucoup plus de faits sur des saisissements des autres parquets qui acceptent qu'on prenne les faits qui ont été commis sur eux, mais chez eux. Mais c'est parce que la gendarmerie, en étroite collaboration et autorisation avec le parquet, va suivre ces individus et faire en sorte qu'ils soient interpellés dans les Vosges. Donc là, il faut être très efficace, bon, et derrière, réponse judiciaire rapide, avec des comparutions immédiates, des peines prononcées immédiatement, une interdiction définitive du territoire français. Donc là, c'est une réussite, je dirais, d'un point de vue du parquet. C'était une comparution immédiate différée, du coup. C'était à La Rochelle. Pour vous, spécialistes, oui, c'est une comparution à délai différé. Attends, j'en ai, c'est à mercredi. Mais c'est... Non, mais j'étais pas à l'audience, donc je suis surprise. C'est quasi une comparution immédiate. Enfin. Merci. Alors pour faire un lien avec la préfecture, moi, mon travail reprendra au moment où ils seront libérables, puisqu'ils feront l'objet, si ce n'est pas d'une libération expulsion, d'une expulsion issue de leur peine. Merci beaucoup, en tout cas, lieutenant, de votre présentation. Alors, on a une deuxième affaire, on fera ça maintenant régulièrement, à vous proposer.
Alors l'idée c'est plutôt, ouais, de toute façon, les dealers, on les attrape, mais après on les relâche, il ne se passe rien. Et bah si. Monsieur le directeur. Merci Monsieur le Préfet. Oui, effectivement, on a choisi d'évoquer une affaire de trafic de stupéfiants pour vous dire notre investissement dans la lutte contre le narcotrafic. Je vais commencer par vous présenter cette affaire qui illustre plusieurs choses. Elle illustre tout d'abord la continuité de l'action judiciaire entre différents services, parce que vous allez voir que différentes administrations ont concouru à la condamnation judiciaire des auteurs et à la réussite de ce dossier. Différents services qui, au fil de l'enquête et du montage de la procédure, ont réussi à enrichir la procédure pour qu'on en aboutisse à un résultat judiciaire qui soit significatif. C'est une enquête qui a été menée dans un laps de temps rapide, puisqu'elle a été diligentée dans le temps du flagrant délit, ce qui signifie que, eh bien, dans des temps d'enquête assez ramassés, qui nécessitent bien évidemment un investissement intense de la part des enquêteurs, on peut bien évidemment avoir un résultat judiciaire qui est significatif. Cette affaire, elle démarre dans un premier temps par un contrôle routier qui est effectué par la brigade des douanes sur une commune qui est proche de la ville de La Rochelle. L'action de la brigade cynophile des douanes va permettre de trouver des produits stupéfiants qui étaient bien dissimulés dans le véhicule, en l'occurrence de l'herbe de cannabis, de la cocaïne, de la MDMA pour un total d'à peu près 90 grammes. Le conducteur de ce véhicule va être placé en rétention douanière. Dans un deuxième temps, va être découverte dans ce véhicule la clé d'une chambre d'hôtel, d'une commune de l'agglomération de La Rochelle, ce qui va amener la brigade des douanes à intervenir au niveau de cet hôtel et de ce parking, et ils vont s'apercevoir qu'une jeune femme est en train de charger des sacs dans un véhicule. Ils vont la contrôler et ils vont s'apercevoir que ce sac contient de l'argent, des produits stupéfiants de même nature que ceux que je vous ai cités précédemment, une balance, une machine à thermosouder, un peu plus de 1600 €, et pour un total d'à peu près 150 grammes de produits stupéfiants. Elle va être, elle également, placée en rétention douanière. La perquisition de la chambre d'hôtel, de ce deuxième véhicule, va amener à découvrir plus d'1 kilo de résine de cannabis et également des carnets de compte. Donc là, on se retrouve face à des éléments qui nous laissent bien évidemment penser à un trafic de stupéfiants. Et donc, le parquet de La Rochelle, à ce moment-là, décide de saisir la division de la criminalité organisée et spécialisée. Je vais donc laisser la parole à sa chef pour vous conter la suite de cette affaire. Du coup, une petite précision, ce qui a amené le parquet à saisir la DECOS, c'est l'aspect supradépartemental, on va dire, de ce trafic qui est apparu assez rapidement. Au cours d'enquête, donc, on a mobilisé un certain nombre d'actes d'investigation et techniques d'enquête, comme les perquisitions, les saisies. On a été amené à faire appel à des services qui étaient hors du département, puisque nos deux mises en cause étaient domiciliées hors de la Charente-Maritime. Au terme de toutes ces investigations, et notamment un gros travail en téléphonie et puis des réquisitions auprès de divers organismes qui nous ont permis de récupérer pas mal d'éléments qu'on a travaillé dans le cadre d'auditions. Ce qui est apparu, c'est que ce couple-là, c'était deux jeunes de 19 ans. Donc elle était à l'origine simple consommatrice de stupéfiants, et puis finalement le parcours, on va dire, dès qu'on met un pied en dehors du droit chemin, on continue à glisser petit à petit. Donc de consommatrice, elle est passée à nourrice, puis revendeuse de stupéfiants pour arriver à finalement sponsoriser sa propre consommation. Et au fur et à mesure, elle est arrivée après sur un rôle de revendeur et d'organisatrice du trafic. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu pour mission, on va dire, d'implanter, alors qu'elle était complètement extérieure au département, d'implanter un réseau de distribution sur la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Donc ce qu'elle a fait, elle était chargée de tout ce qui était logistique, récupération des produits, conditionnement pour la vente. Elle recrutait des livreurs, donc on en a deux qui ont été interpellés dans le cadre de cette affaire, dont un qui avait été interpellé, on vous a parlé de plusieurs services qui avaient concouru à la réussite de cette affaire. Il y avait le commissariat de Rochefort qui avait interpellé un des livreurs. Et finalement, on a mis à jour vraiment un réseau de distribution qui était assez important. On a réussi à finalement à déstabiliser le réseau en peu de temps, puisqu'on a établi dans le cadre de l'enquête qui s'était implantée en Charente-Maritime mi-juin, et nous, les interpellations datent du début du mois d'août.
Mais sur cette période d'1 mois et demi, ils nous reconnaissaient quand même à peu près 500 à 600 livraisons effectuées entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, ce qui représente 10 à 15 livraisons par jour. Donc on est quand même sur un trafic avec, comme ça a été dit précédemment, multi-produits, donc de la cocaïne, de la MDMA, de la résine et de l'herbe de cannabis. Donc c'était vraiment une belle illustration, cette affaire, de ce qu'on appelle l'ubérisation du trafic de stupéfiants. À l'issue des investigations qu'on a menées, ils ont été présentés donc, sur les instructions du magistrat du parquet de La Rochelle au tribunal judiciaire de La Rochelle. Ils ont été jugés dans le cadre d'une comparution immédiate, où ils ont été condamnés à 12 mois et 34 mois d'emprisonnement. Donc ils ont tous les deux été écroués à l'issue. Voilà. Donc, La prison ferme. Oui, ferme. Oui, il y a ferme aussi pour les deux. la partie avec sursis probatoire qui suit la prison ferme lorsqu'ils sortiront de prison. Jugé quand? Oui. Début août, le 7 août exactement. Le couple est passé en comparution à l'issue de ça. Donc là, pour le coup, il n'y avait pas de délai différé, ça a été le jour même à l'issue de la fin de garde à vue. Donc là, ça illustre ce qu'on évoque souvent. Donc il y a plusieurs façons de lutter contre le trafic de stupéfiants. Donc le harcèlement des points de deal, ça a été évoqué. On a aussi des enquêtes qui sont faites vraiment au plus long cours sur des approvisionnements ou l'importation de stupéfiants. Et là, on voit sur des enquêtes ponctuelles comme ça que finalement, des réseaux essayent de s'implanter en utilisant beaucoup toute la téléphonie et les diverses messageries, ce qui rend plus compliqué le travail d'enquête, mais pour autant pas impossible, puisque là, dans le cadre de la procédure, les éléments qui ont été amenés au parquet de La Rochelle ont permis au tribunal de prononcer une sanction qui était quand même largement satisfaisante dans le cadre de ce type d'affaires. Est-ce que vous avez mis en place, il me semble, en 2025, le contrôle des navires de plaisance? Est-ce que ça a donné des effets? Alors, ce qu'on a réussi à faire en 2025 dans le cadre de la loi narcotrafic, c'est à traiter un angle mort qui peut être lié au trafic de stupes ou à tout autre trafic, d'êtres humains, d'armes, etc. Et que les ports de plaisance, dont celui de La Rochelle qui est le plus grand en Europe, avec 5000 et quelques canaux, aujourd'hui, il n'y a aucune formalité déclarative, on ne sait pas ce que font les bateaux, on ne sait pas les tracer. Voilà. Alors, quand on prend l'avion à côté et qu'on voit sur à quoi on est astreint, on peut se dire qu'effectivement, il y a quelque chose à regarder, d'autant que la sécurité des grands ports maritimes se renforçant, il y a forcément un déport du trafic de stupes sur d'autres endroits. On a d'ailleurs découvert des stupes dans les opérations engagées par les douanes l'année 2025, sur le port de La Rochelle, le port de Plaisance. Alors aujourd'hui, on a un texte qui dit que les ports sont obligés de recueillir les déclarations des mouvements de navires pour pouvoir les tracer. L'objectif, c'est déclaratif, c'est pas forcément d'aller contrôler la véracité de chaque déclaration, le nom de la personne, l'immatriculation du bateau, le nom du propriétaire qui l'a loué, etc. C'est juste au même titre qu'on commande un hamburger sur son téléphone, c'est de pouvoir, quand on arrive dans un port, donner quelques informations. C'est déclaratif. L'objectif, c'est de traiter la masse des informations. La masse des informations, elle est forcément plus réelle qu'une ou deux informations qui peuvent être, elles, des fausses déclarations. Néanmoins, on pourra les contrôler, ces déclarations. Et ça, c'est le deuxième temps. Pour pouvoir détecter des mouvements de navires qui semblent, à un moment donné, erratiques. Et pour pouvoir cibler les contrôles de l'ensemble des autorités, gendarmerie maritime, les douanes, la police ou la gendarmerie à quai, sur des bateaux qui présentent un profil de risque. Parce que quand vous avez 5000 anneaux, le chien stup, il ne va pas faire 5000 bateaux. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir cibler des objets de contrôle. Et pour ça, il faut qu'on recueille des données qui soient harmonisées de port en port, première chose. Et deuxièmement, que ces données recueillies par le port soient transmises aux forces de l'ordre et aux renseignements territoriaux. C'est ça que permet le texte de loi. Il manque deux décrets, un arrêté et un décret. Un arrêté qui liste les ports dans lesquels cette obligation portera, et deuxièmement, un décret qui détaille de manière très fine quelles informations recueillies par qui, contrôlées comment, quelle infraction si on les met pas en œuvre. Voilà, donc il y a un après, qui est en cours de travail, une mesure réglementaire, parce que ça prend parfois un peu de temps. Donc aujourd'hui, il y a des consultations qui sont menées avec la Fédération des ports français, les ports de plaisance, avec sous l'égide du secrétaire général à la mer. Donc les choses avancent. Il faut leur laisser le temps, mais c'est déjà une belle avancée que d'avoir réussi à faire sortir la plaisance de cet angle mort.